Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait le bilan sur les micro-organismes et la santé. Vous avez travaillé sur un premier exercice, notamment sur tout ce qui était pathogène et maladie. Un deuxième exercice sur tout ce qui était microbiote intestinal et microbiote humain. Aujourd'hui, on va faire le bilan de tout ça avec quelques notes supplémentaires. Donc vous avez le cours qui est disponible sur Pronote. Commencez par télécharger le cours. Cette vidéo, elle est là en appui au cours pour apporter un petit peu plus de choses et pour vous aider à mieux comprendre ce cours. Donc, chapitre 5, micro-organismes et santé. La première partie de ce chapitre, elle va s'attarder sur tout ce qui est diversité de micro-organismes. Alors pas forcément rattaché à la santé, mais d'une manière générale. Quand on vous parle micro-organismes, la première chose qui vous vient en tête, ce sont les bactéries. Les bactéries, vous en avez de tout un tas de types différents. Alors, quand vous pensez bactéries, souvent vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, quelque chose qui ressemble à un espèce de petit bâtonnet. Donc qui mesure quelques micromètres comme taille. Ici, c'est une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, une bactérie qui est très classique qu'on retrouve dans l'intestin de quasiment tous les êtres humains. Une autre manière d'étudier les bactéries, donc la première image c'était de la microscopie, là ça va être une culture, c'est-à-dire que sur ce qu'on appelle une boîte de pétri avec un milieu, on va cultiver certaines bactéries. Donc ici on a cultivé des bactéries présentes dans un ballon d'eau chaude, un cumulus que vous avez peut-être chez vous, parce que vous avez certaines bactéries qui se développent dans les eaux un peu chaudes, donc aux alentours de 50 degrés. Donc cette bactérie que vous avez ici, qu'on voit à l'œil nu parce que c'est ce qu'on appelle des colonies de bactéries. Elles se sont énormément développées pour qu'on arrive à les voir à l'œil nu. Vous en avez des milliers. C'est des bactéries du genre Legionella, donc on retrouve dans de nombreux cumulus. Un autre type de bactéries ici, donc en observation microscopique, ce sont des bactéries qui ont été découvertes sous les glaces de l'Arctique, donc de l'Antarctique, pardon. Donc sous l'Antarctique, il y a des zones aquatiques avec une très forte salinité et une très très basse température, et on a retrouvé des bactéries qui vivaient dans ces milieux assez extrêmes, donc là à moins 13 degrés Celsius. Donc ça, ce sont trois exemples de bactéries. Il faut savoir que quand on parle micro-organismes, il n'y a pas que des bactéries. Vous avez aussi des eucaryotes qui vont être invisibles à l'œil nu. Donc souvent des eucaryotes qui n'ont qu'une seule cellule. Alors vous connaissez des eucaryotes unicellulaires, notamment celui-ci, donc, qui s'appelle la levure, Saccharomyces cerevisiae ici. C'est la levure qui est utilisée pour faire le pain, pour faire le vin, et il ne s'agit pas d'une bactérie, il s'agit d'un champignon. C'est un champignon unicellulaire, et je vous rappelle que les champignons sont des eucaryotes, contrairement aux bactéries, ils ont un noyau. Un autre exemple d'eucaryote unicellulaire, peut-être que vous connaissez si vous avez vu des grappes de vigne atteintes par cette maladie. Donc cette maladie qui est l'oïdium, qui est un champignon microscopique, que vous voyez ici au microscope, qui s'appelle Erysiphème necator, donc l'oïdium de la vigne, et donc qui est là aussi un champignon qui va provoquer certaines maladies sur certaines plantes. Un autre exemple d'eucaryote unicellulaire, donc autre qu'un champignon, c'est une amibe, ici. Donc une amibe, c'est un micro-organisme que l'on va retrouver dans de nombreuses eaux douces, souvent un peu chaudes, et qui peuvent provoquer certaines maladies. Un autre type de micro-organisme, c'est ce qu'on va appeler les virus. Alors les virus, c'est un petit peu particulier, puisque on va être vraiment à la limite du vivant. Ici, vous avez une photographie en microscopie du VIH. Donc le VIH, c'est le virus que vous voyez ici, qui a infecté cette cellule, donc probablement une cellule humaine. Et là, ce qui se passe, c'est que le VIH est en train de se multiplier, c'est-à-dire que la cellule est en train de créer de nouveaux virus par bourgeonnement, donc que vous voyez ici. Alors c'est pour ça qu'on dit que les virus, ils sont un petit peu à la limite du vivant, puisque un virus, ça contient de l'ADN ou quelque chose de proche de l'ADN, donc comme tous les êtres vivants, sauf qu'ils n'ont pas toute la machinerie
qui leur permettent de fonctionner, donc de survivre et de se reproduire. Ça, ils vont aller le chercher chez d'autres êtres vivants, et ils vont se servir des mécanismes dans les cellules des autres êtres vivants pour se reproduire et pour survivre. On verra un petit peu plus ça en détail un peu plus loin dans le cours. Donc là, c'est le VIH, le virus responsable du sida. Il y a d'autres types de virus, comme par exemple ici, un virus qui va attaquer les pieds de tomates, donc qui va causer une maladie qui s'appelle le fruit rugueux de la tomate, le fruit rugueux de la tomate, et donc qui est causé par ce virus que vous voyez ici en microscopie. Vous avez aussi des virus qui s'attaquent non pas à des animaux ni à des végétaux, mais à des bactéries. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle un bactériophage. C'est un virus qui va s'attaquer à la bactérie qu'on a vue un petit peu avant, qui s'appelle Escherichia coli. Et donc ce virus vient s'attaquer à cette bactérie. Donc avec cette forme un petit peu bizarre, hein, avec une tête qui contient l'ADN et une espèce de queue avec quelque chose qui ressemble à des pattes d'araignée, hein, qui n'a rien à voir avec des pattes, mais qui va lui permettre de s'accrocher à la bactérie. Si on synthétise un peu tout ça, qu'est-ce que c'est la définition d'un micro-organisme? Un micro-organisme, ça va être un être vivant qui ne peut être observé à l'œil nu. On va avoir besoin d'un microscope. Micro-organisme, donc ça peut s'écrire de cette manière ou de cette manière. On parle aussi de microbe, donc c'est un synonyme. Je préfère que vous utilisiez le mot micro-organisme qui est un petit peu plus scientifique que le mot microbe, mais sachez que vous pouvez utiliser les trois, aucun n'est faux. Donc il peut s'agir de plusieurs types, il peut s'agir d'un eucaryote unicellulaire, donc comme la levure par exemple. Je vous rappelle qu'une cellule eucaryote, elle est composée d'une membrane, d'un noyau et de nombreux organites. Pardon, le noyau est ici. Le noyau qui contient l'information génétique, ici l'ADN, et de nombreux autres organites. Il peut s'agir d'une bactérie. Donc la bactérie, elle, que vous avez ici, qui n'a pas de noyau, donc l'information génétique est libre dans le cytoplasme. Et il peut s'agir de virus, comme ici, bien que l'on ne considère pas les virus comme vraiment des organismes vivants, puisqu'ils ont besoin d'une autre cellule pour se reproduire. On fait un petit rappel sur les tailles de ces différentes cellules. La cellule eucaryote, qui fait entre quelques micromètres et plusieurs centaines de micromètres, donc relativement grosse. La bactérie qui est plus petite puisqu'elle va mesurer entre 1 micromètre et 5 micromètres en moyenne. Et les virus qui sont beaucoup plus petits puisqu'ils vont être d'une taille inférieure à 1 micromètre, même à un demi-micromètre. Ils vont être entre 10 nanomètres et 400 nanomètres. Alors ces micro-organismes, oui, il y en a une diversité, mais on va aussi les retrouver dans une grande diversité de milieux, donc dans un très grand nombre de milieux différents. On a vu la levure qui permettait de faire le vin, le pain ou la bière, donc on peut avoir des micro-organismes dans ce type d'aliments. On va les retrouver dans l'air, et notamment dans les nuages aussi. On peut en retrouver dans le sol, alors même dans les différentes parties du sol, et ils vont coloniser différents milieux dans le sol. Donc on ne va pas retrouver les mêmes micro-organismes au niveau de la litière, au niveau de l'humus ou au niveau des couches inférieures du sol. On peut en retrouver dans les cours d'eau. On peut en retrouver dans les océans. Donc là, vous avez un bloom de certaines algues. Donc c'est des algues en fait qui vont proliférer énormément et qui vont faire, vu du ciel, ces espèces de grandes zones bleutées. Vous pouvez en trouver dans les fonds marins au niveau de sources très chaudes. On en retrouve alors pas dans les volcans, mais souvent sur les pentes des volcans. Vous avez certains micro-organismes extrêmes qui sont capables de supporter des températures énormes. Au niveau des êtres vivants, on va en retrouver chez les plantes, donc sur les feuilles, à l'intérieur des tissus, mais aussi au niveau des racines, notamment de nombreux champignons qui vont coloniser les racines des plantes. Et ce qui va maintenant nous intéresser, c'est qu'on va en retrouver aussi au niveau de l'être humain et au niveau de différents organes de l'être humain. Voyons ça un petit peu plus en détail. Ça, donc, c'est une image que j'ai prise
de votre livre, vous avez au niveau de votre corps humain différentes zones qui vont être colonisées par des micro-organismes. C'est ce qu'on va appeler des microbiotes. Vous avez des microbiotes par exemple au niveau des muqueuses nasales, au niveau de la peau, au niveau du tube digestif, au niveau des organes sexuels, au niveau de la bouche, enfin, un petit peu partout à la surface de votre corps et à l'intérieur de votre corps, vous avez de nombreuses bactéries et de nombreux micro-organismes différents. Donc le corps humain, il héberge un grand nombre de micro-organismes, donc on va appeler le microbiote. En gros, on estime qu'un individu héberge autant de micro-organismes qu'il possède de cellules, soit environ 4 fois 10 puissance 13 cellules microbiennes. C'est un chiffre qui est vraiment énorme. Ça correspond à peu près entre 1 et 5 kg de votre poids. Donc, entre 1 et 5 kg du poids que vous faites, c'est pas en réalité vous, c'est tout un tas de micro-organismes qui habitent votre corps. Ne soyez pas dégoûtés, vous verrez que il y a tout un tas de fonctions, ils ont tout un tas de fonctions, ces micro-organismes. La plupart sont inoffensifs pour l'homme, mais certains sont aussi responsables de maladies infectieuses, et on va les appeler des pathogènes. D'autres, au contraire, vont être bénéfiques pour la santé humaine. On va voir en détail d'abord les pathogènes, et ensuite on verra ceux qui ont des effets bénéfiques. Alors, partie 2, les agents pathogènes. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un pathogène? Vous allez voir que c'est une diversité de choses qu'on peut appeler un agent pathogène. Donc les micro-organismes pathogènes sont des micro-organismes qui vont vivre aux dépens d'un autre être vivant, qu'on va appeler l'hôte. Donc cet hôte, ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être un champignon, ça peut être une bactérie. Et le pathogène va avoir un effet négatif sur l'hôte et provoquer des maladies. Si on prend un exemple ici, vous avez un pathogène, ici, et là un être humain donc, qui va être infecté par ce pathogène, donc ça va être l'hôte de ce pathogène. Le pathogène va pénétrer dans l'hôte, par tout un tas de voies de transmission possibles, ça peut être par ingestion, par inhalation, au contact de la peau directement, lors d'un contact sexuel, lors d'une activité sexuelle. Et il va donc pénétrer l'intérieur du corps. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se développer à l'intérieur du corps, à se multiplier. Et une fois qu'il se sera multiplié en quantité, il va provoquer tout un tas de symptômes. C'est-à-dire que le corps humain ne va pas totalement bien fonctionner et ça va provoquer tout un tas de symptômes et c'est ça qu'on appelle une maladie. Donc il faut bien distinguer le pathogène qui va être responsable de la maladie. D'accord? Donc le pathogène se développe à l'intérieur de son hôte et ce développement va empêcher le corps humain de fonctionner correctement, ce qui va provoquer une maladie. Les agents pathogènes peuvent être toute une diversité de choses, donc ça peut être des champignons, comme ceux qui sont responsables des mycoses. Ça peut être d'autres organismes caryotes, comme ceux qui sont responsables du paludisme. On verra ça un petit peu plus tard. Je vous ai montré une photo d'amibes tout à l'heure, les amibes qui sont responsables de certaines maladies, donc qui sont aussi des eucaryotes. Il peut aussi s'agir de bactéries. Donc les bactéries, vous avez une bactérie qui provoque le tétanos, une bactérie qui provoque le choléra. Plusieurs, au cours d'un vieux devoir maison, m'avaient parlé de la syphilis. La syphilis, c'est provoqué par une bactérie. Et il peut aussi s'agir de virus. Donc les grippes sont provoquées par des virus. Le sida est provoqué par le virus donc, qui s'appelle le VIH. La dengue, dont vous avez peut-être entendu parler, est provoquée par un virus aussi. Et le Covid-19 dont on parle énormément dernièrement et qu'on va voir un petit peu plus en détail, est lui aussi provoqué par un virus. Alors prenons ce Covid-19 en exemple. C'est d'actualité. Alors le pathogène, il a un nom un petit peu étrange, il s'appelle SARS-CoV-2. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est
un virus qui appartient à une famille, donc la famille des coronavirus. Les coronavirus, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de virus qui ont, alors retenez pas ces noms, hein, qui ont ces espèces de protéines autour de leur membrane. Et en fait, ces protéines, quand on les regarde au microscope, ça forme comme une couronne autour du virus. D'où le nom de couronne, coronavirus, virus à couronne. Alors, il y a tout un tas de fausses informations qui circulent autour des coronavirus, donc sur le fait que ce virus du SARS-CoV-2, il existe depuis des dizaines d'années. Alors en réalité, il faut savoir que les coronavirus, on en dénombre aujourd'hui une quarantaine d'espèces, parmi lesquelles des virus qui sont responsables de rhume. Donc quand vous avez un rhume en hiver, il est très probable que vous ayez été infecté par un coronavirus, qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais qui reste un coronavirus. Donc les coronavirus, ce sont des virus à ARN. Qu'est-ce que c'est l'ARN? On ne va pas rentrer dans les détails. L'ARN, c'est ce qui va contenir l'information génétique du virus. Vous, c'est de l'ADN, votre support d'information génétique. Chez ce virus, c'est de l'ARN. C'est une molécule qui est assez proche de l'ADN, avec quelques petites différences. Vous verrez ça l'année prochaine en cours de bio. Comment est-ce qu'il se transmet, ce virus? Ce virus, il se transmet à l'homme par inhalation, principalement. Alors, comment ça se passe? Souvent, ce sont des espèces de gouttelettes, donc des micro-gouttelettes, qui vont être inhalées par l'individu. D'où est-ce qu'elles viennent, ces micro-gouttelettes infectées par le virus? Ben, elles viennent, par exemple, d'un autre individu atteint qui va tousser, qui va éternuer, et qui va mettre dans l'air ces micro-gouttelettes contenant le virus, qui vont potentiellement infecter un autre individu. Une autre possibilité, c'est par contact, c'est-à-dire si vous touchez une surface qui est infectée par le virus, et qu'ensuite vous venez porter vos mains sur le visage, vous allez potentiellement inhaler certains virus. Donc ce type de transmission, c'est ce qu'on appelle une transmission directe. C'est-à-dire que le virus se transmet directement depuis un individu vers un homme, vers un autre. Il n'y a pas d'autre étape. On verra un petit peu plus en détail après quel autre type de transmission il peut y avoir. Alors, comment fonctionne l'infection par le SARS-CoV-2? Rassurez-vous, elle paraît très complexe cette diapositive, on va juste voir les grandes lignes de comment est-ce que le virus va infecter une cellule. Alors, on a dit le virus a pénétré le corps et il va rejoindre ce qu'on appelle les cellules cibles. C'est-à-dire qu'un virus, il s'attaque souvent à un certain type de cellules. Dans le cas du SARS-CoV-2, on ne connaît pas encore très bien quelles sont ces cellules cibles, mais il y a énormément de recherches qui travaillent autour de ça. C'est probablement au niveau des cellules du système respiratoire. La première étape, ça va être la reconnaissance. Oups, je vais un peu trop vite. La première étape, ça va être la reconnaissance et l'attachement au récepteur de la cellule. Ces protéines-là qui forment la couronne autour du virus, elles ne sont pas là pour faire joli. En réalité, ce sont des sortes de récepteurs, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de reconnaître la cellule cible, via les récepteurs qu'elle a elle aussi sur sa membrane. Et une fois qu'elle l'a reconnue, ça va faciliter la pénétration à l'intérieur de cette cellule. Donc la deuxième étape. En gros, le virus reconnaît la cellule et il va rentrer à l'intérieur de cette cellule. Une fois qu'il est à l'intérieur, il va se passer ce qu'on appelle la décapsidation, c'est-à-dire que le virus va s'ouvrir en quelque sorte et il va libérer son ARN à l'intérieur de la cellule infectée. L'ARN va se retrouver libre dans la cellule et en fait il va être répliqué par la cellule elle-même. Je vous ai dit tout à l'heure, les virus, ils ont un support d'information génétique, donc là c'est de l'ARN, ça pourrait être de l'ADN. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas toute la machinerie pour répliquer cet ARN. Et en fait, quand ils infectent une cellule, ils vont se servir de la machinerie de cette cellule
qui va leur répliquer, leur multiplier leur ARN. Donc on va passer là-dessus, vous verrez comment ça fonctionne pendant les prochaines années de vos études. Pour le moment, on passe rapidement. Une fois que tout ça s'est multiplié, qu'on a plein d'ARN viral dans la cellule elle va créer finalement de nouveaux virus qu'on va appeler des virions. En gros, vous aviez le virus mère, entre guillemets, qui infecte une cellule. Cette cellule va être détournée de sa fonction initiale pour recréer de nouvelles copies de ce virus qu'on appelle des virions. C'est un peu les enfants, entre guillemets, du virus initial. Et dernière étape, ces virions vont être libérés à l'extérieur de la cellule et ils vont potentiellement aller infecter d'autres cellules proches. Donc ça, c'est le mécanisme d'infection du SARS-CoV-2 dans les cellules de votre corps. Donc, reconnaissance des cellules cibles, pénétration à l'intérieur de la cellule, décapsidation, réplication de l'ARN du virus. J'ai fait une erreur là d'ailleurs, c'est pas ADN, c'est ARN viral. Assemblage et maturation de nouveaux virus, donc on appelle des virions. Libération de ces virus à l'extérieur de la cellule qui vont ensuite aller infecter d'autres cellules. Qu'est-ce que ça provoque sur votre corps? Je vous ai dit que la cellule qui était infectée par un virus, elle va être détournée de sa fonction initiale. Donc cette infection, elle va altérer le bon fonctionnement des organes dont les cellules ont été touchées. Puisque si plusieurs cellules ne fonctionnent plus correctement, c'est tous les organes, tous les tissus et tous les organes qui vont présenter des problèmes de fonctionnement. Dans le cas d'une infection au SARS-CoV-2, les symptômes vont d'abord être assez proches de ceux de la grippe, c'est-à-dire de la fièvre, de la toux, une forte fatigue, une myalgie. Donc la myalgie, c'est des douleurs musculaires. Vous savez, comme quand vous avez la grippe et que vous avez l'impression d'avoir vos muscles un peu contractés. Donc c'est ça qu'on appelle une myalgie. Et dans les cas les plus graves, quand on a une très forte infection, ça peut entraîner une pneumonie, ce qu'on appelle un syndrome respiratoire aigu sévère, donc le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, c'est-à-dire des grosses difficultés à respirer, une insuffisance rénale, donc un dysfonctionnement au niveau des reins, et dans les cas vraiment extrêmes, la mort de l'individu. Donc on n'est pas sur une maladie anodine. Lorsque vous êtes infecté par ce virus, le SARS-CoV-2, vous êtes atteint par ces symptômes et l'ensemble de ces symptômes ou une partie de ces symptômes compose une maladie qu'on appelle le Covid-19. D'accord? Donc quand on parle de Covid-19, on parle de la maladie, des symptômes sur le corps humain, alors que le SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Quels sont les moyens de lutte contre ce virus et contre cette maladie? Alors, on va séparer trois types de lutte contre un pathogène. D'abord, ce qui est lutte préventive. Donc la prévention dans le cas du Covid-19, ça va être tout ce qui va permettre de limiter les risques d'être contaminé par le virus. Donc nous, c'est le port du masque, le port des gants, toutes les mesures de distanciation sociale, donc avec rester à 1 mètre les uns des autres, éviter d'aller chez les personnes les plus sensibles. Et les mesures de confinement, donc rester chez soi, éviter d'être en contact avec d'autres personnes. Tout ça, ça va limiter la propagation du virus d'une personne à l'autre. Un deuxième moyen de lutte, ça va être tout ce qui est dépistage, c'est-à-dire connaître les personnes qui sont atteintes par le virus. Et pour ça, il existe des tests de dépistage, vous en avez peut-être entendu parler aux informations, où en gros on plonge des espèces de bâtonnets dans les voies respiratoires et on fait des analyses pour voir si le virus est présent. Dans le cas du SARS-CoV-2, les tests de dépistage ne sont pas tous très fiables et ce qui a pu poser certains problèmes. Troisième moyen de lutte, ça va être via un traitement, c'est-à-dire éliminer le virus de l'organisme ou limiter sa propagation à l'intérieur de l'organisme. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement contre le SARS-CoV-2. Alors, il finit par se résorber, je ne vais pas dire de lui-même, puisque c'est votre système immunitaire qui va prendre le relais.
mais on n'a pas de médicaments qui facilitent l'élimination du virus, et on n'a pas non plus de vaccin qui évite que le virus ne colonise votre organisme. Donc ça, c'était le premier exemple qui tournait autour donc, de ce SARS-CoV-2 qui provoque le Covid-19. Un autre exemple qui est malheureusement toujours d'actualité, c'est l'exemple du VIH. On va aller un petit peu plus vite, vu qu'on a eu un premier exemple. Donc le VIH, le pathogène, donc c'est un virus qui s'appelle le virus de l'immunodéficience humaine, donc VIH. Comment est-ce qu'il se transmet? Lui aussi, c'est une transmission directe, c'est-à-dire qu'il va être transmis via le sang ou des rapports sexuels non protégés avec une autre personne infectée. Comment est-ce que va se passer l'infection par le VIH? Le VIH, il va cibler certaines cellules qui s'appellent les lymphocytes. Les lymphocytes, vous en avez peut-être entendu parler, ce sont les cellules, un certain type de cellules du système immunitaire. Donc, c'est des cellules qui vont vous protéger contre des infections. Ces lymphocytes vont arrêter d'avoir leur fonction dans le système immunitaire et vont produire des virions du VIH. Quels sont les symptômes du VIH? Le premier gros symptôme, ça va être une défaillance du système immunitaire, donc qu'on appelle le syndrome d'immunodéficience acquise, donc SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. En gros, votre système immunitaire ne fonctionne plus correctement parce que il y a trop de lymphocytes qui sont attaqués, ils ne vont plus fonctionner. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dans l'impossibilité de vous défendre contre d'autres pathogènes, contre d'autres infections. Donc tout un tas d'infections vont arriver, vont vous contaminer, et vous allez finir par mourir d'une de ces infections. Quels sont les moyens de lutte contre le VIH pour éviter le sida? Le meilleur moyen de lutte à l'heure actuelle, c'est un moyen préventif via l'utilisation de préservatifs qui va permettre d'éviter le contact entre une personne infectée et une autre non infectée lors de rapports sexuels. Pour tout ce qui est transmission via le sang, il vaut mieux éviter les contacts avec le sang. Alors tout ce qui est médecine, par exemple, ça va passer via l'utilisation de matériel stérile, le port de gants pour les chirurgiens, mais aussi pour tout ce qui est autour des personnes qui se piquent avec des seringues, d'éviter le partage des seringues et d'utiliser des seringues stériles à usage unique. Les moyens de lutte autour du dépistage, pour le sida, il y a des tests de dépistage qui sont, j'insiste, gratuits et anonymes dans des centres médicaux. Donc ces centres qui s'appellent les Cégid, vous en avez un à Carcassonne d'ailleurs, on en parlera en cours si vous voulez. J'insiste sur le fait que les dépistages pour le VIH sont gratuits. Donc si vous voulez aller vous faire dépister du VIH, vous n'avez même pas à fournir votre carte vitale, c'est vraiment un test qui est gratuit et qui, si vous le souhaitez, peut être anonyme. En termes de traitement, en revanche, et c'est un peu plus compliqué puisque on a à l'heure actuelle aucun traitement qui permette de guérir totalement du VIH, donc qui permette d'éliminer le VIH du corps. Alors, il y a eu quelques rares cas de personnes qui ont guéri du sida, mais il n'y a pas de traitement qui est encore commercialisé, qui est encore utilisé à grande échelle. En revanche, il est possible de réduire les risques d'infection en utilisant des traitements donc, qui s'appellent des PrEP ou des PPE, qui vont en gros soit empêcher une personne de contaminer une autre personne, soit empêcher, si une personne a eu un contact avec une personne à risque, elle peut prendre un traitement qui va empêcher que le virus ne se développe à l'intérieur de son corps. Il y a des traitements qui limitent le développement du virus, donc on appelle des traitements antirétroviraux, qui fonctionnent plutôt bien, qui permettent à l'heure actuelle aux personnes séropositives au VIH d'avoir un train de vie quasiment normal, puisque le virus est en elles, mais il se développe assez lentement dans l'organisme. Et il existe aussi des traitements qui empêchent de transmettre le virus à autrui, donc des traitements par trithérapie,
qui sont assez lourds, mais en gros qui permettent d'avoir une vie sexuelle relativement épanouie, sans trop craindre de transmettre le virus à ses partenaires sexuels. Un troisième exemple, j'ai oublié un E à la fin, ça va être l'exemple du paludisme. Donc le paludisme, c'est un eucaryote cette fois, c'est pas un virus, du genre Plasmodium, donc que vous avez ici dans des cellules sanguines. Ce pathogène, cet eucaryote, il va se transmettre, lui, de manière indirecte. C'est-à-dire qu'il va y avoir un vecteur de la maladie. Ici, c'est un certain genre de moustique qui s'appelle les anophèles. En gros, une personne infectée va être piquée par un moustique. Le pathogène va avoir une partie de son cycle à l'intérieur du moustique, puis il va être transmis à un autre être humain via une seconde piqûre de ce moustique. Donc on est sur une transmission dite indirecte, puisqu'il y a un intermédiaire entre les deux, donc on appelle un vecteur. Comment fonctionne l'infection? Eh bien, ce plasmodium, il va aller cibler des cellules du foie et les globules rouges humains. Et quels vont être les symptômes? Les symptômes, c'est la maladie qu'on appelle le paludisme, qui correspond à de très grosses fièvres, à des anémies. Donc les anémies, c'est un déficit en globules rouges dans le sang. Là aussi des myalgies, donc des douleurs musculaires, de très très fortes fatigues. Chez certaines personnes, ça peut être aussi des nausées, des vomissements. Et il existe des moyens de lutte là relativement forts. En termes de prévention, il y a de nombreux traitements préventifs qui évitent d'attraper le plasmodium, c'est-à-dire qu'à peine le plasmodium rentré dans votre corps, il va être éliminé. L'utilisation d'insecticides qui vont détruire, qui vont cibler le vecteur, qui vont détruire le vecteur, mais aussi des répulsifs, donc comme des anti-moustiques, ou l'utilisation de moustiquaires, donc qui vont faire une barrière physique pour éviter d'être en contact avec le moustique qui peut potentiellement véhiculer le plasmodium. Il y a des tests de dépistage du paludisme, mais surtout on a des traitements antipaludéens qui vont détruire le parasite à l'intérieur de l'organisme. Donc le paludisme, c'est une maladie qui est relativement bien traitée à l'heure actuelle. Donc, je reviens juste en arrière. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour toutes ces maladies dites infectieuses, c'est-à-dire qui sont causées par l'infection d'un pathogène, on va surtout s'intéresser à quel est le type de pathogène, quel est le type de transmission de ce pathogène, comment il se transmet à l'organisme, comment il va infecter les cellules, donc quel type de cellules et comment est-ce qu'il va agir, quels vont être les symptômes et la maladie qui va être provoquée par ce pathogène, et enfin quels sont les moyens de lutte contre ce pathogène et contre cette maladie. Troisième partie, le microbiote humain. Vous avez déjà travaillé un petit peu là-dessus, on va revoir ça en détail. Donc pour rappel, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur et dans votre corps. Donc on a vu que vous aviez plein de milieux différents dans lesquels vous allez avoir tout un tas d'organismes différents. Si on regarde un petit peu plus près ce dessin, ce schéma, qui est dans votre livre, vous voyez qu'au niveau de la muqueuse nasale et au niveau de la muqueuse vaginale, vous n'avez pas du tout les mêmes types de micro-organismes. Ici, vous avez une grande dominance de lactobacillus, alors qu'ici, vous avez plutôt une dominance dans les actinobactéries. Pourquoi vous avez cette différence? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des milieux qui sont totalement différents. Par exemple, dans la muqueuse buccale, vous avez de la salive, vous avez tout un tas un certain pH qui va être totalement différent de celui du tube digestif, par exemple. Là, vous avez un milieu qui est très oxygéné, alors qu'à d'autres endroits, ce sera un milieu bien moins oxygéné, notamment à l'intérieur du tube digestif. Et donc, c'est un petit peu comme si vous aviez tout un tas d'écosystèmes différents, tout un tas de milieux différents, et qui vont être donc colonisés par tout un tas d'espèces différents. Par exemple, là, vous avez le désert, là, vous avez la savane, là, vous avez la forêt tropicale, et ici, vous avez l'océan.
C'est exactement la même chose à l'intérieur de votre corps. Votre corps, c'est comme une grande mosaïque d'écosystèmes différents, avec des milieux distincts et tout un tas de micro-organismes distincts qui vont y vivre. Donc, chaque tissu du corps humain peut être considéré comme un véritable écosystème. De nombreuses espèces différentes de micro-organismes y vivent, dans des conditions bien particulières, donc de pH, présence ou pas de sébum ou de mucus, différents types de nourriture, des taux de dioxygène différents, etc., etc. Ces micro-organismes, ils vont être en interaction avec le corps humain. On va parler de symbiose lorsque cette interaction elle est bénéfique pour l'être humain comme pour le micro-organisme. Donc souvent on parle de la flore intestinale qui est une symbiose entre l'être humain et les micro-organismes. Alors j'aime pas ce terme de flore intestinale parce que ce ne sont pas des plantes, ce sont bien des micro-organismes. Donc parlez plutôt de microbiote. Et on va voir qu'effectivement il y a des effets positifs sur le corps humain. Alors qu'est-ce qu'ils sont ces effets positifs? Prenons l'exemple du microbiote intestinal, donc qui est le plus connu, qui est le plus diversifié et qui est surtout le plus important. Donc la partie du microbiote humain qui est la plus connue se situe dans notre tube digestif et elle va avoir plusieurs fonctions différentes. Donc ça, normalement, vous avez travaillé sur ce schéma qui représente la paroi de votre tube digestif. Donc en gros ça, c'est le lumen, la lumière du tube digestif, le tube. Ça va être la paroi du tube. Et ça va être la transmission vers les vaisseaux sanguins. Donc quand vous ingérez des aliments, ce qui se passe, c'est que vous avez tout un tas de micro-organismes qui vont les découper, ces éléments, en nutriments. Notamment certaines fibres végétales, certains sucres complexes que vous n'arriverez pas à décomposer seul. Et en fait, vous avez des bactéries qui vont les décomposer pour vous et les transformer en petits nutriments qui vont ensuite passer dans le sang et qui vont être utilisés comme source d'énergie. De même, vous avez des bactéries qui vont synthétiser des vitamines, qui vont synthétiser des acides gras que vous allez ensuite pouvoir utiliser dans vos cellules. Donc, un des premiers rôles de ces bactéries, de ces micro-organismes, du microbiote intestinal, ça va être de vous alimenter, en fait. De vous donner des sucres, de vous donner des vitamines, de vous donner des acides gras. Sans ce microbiote, il y a une grande partie de la digestion que vous seriez incapable de réaliser. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Par exemple, les ruminants qui mangent de l'herbe, en réalité, c'est pas eux qui mangent de l'herbe. C'est qu'à l'intérieur de leur tube digestif, ils ont tout un tas de micro-organismes différents qui vont dégrader l'herbe pour eux et la transformer en des nutriments qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc ça, c'est la première partie qui est vraiment purement alimentaire. Une deuxième fonction de ce microbiote intestinal, ça va être de protéger contre tout un tas de pathogènes et tout un tas de toxines que vous pouvez ingérer. En fait, ils vont constituer une barrière à ces micro-organismes pathogènes. Si on regarde sur cette photographie, donc vous avez les cellules intestinales ici, vous avez une espèce de couche de mucus là, et en fait ce mucus avec le microbiote va permettre de faire une barrière physique à l'entrée des pathogènes dans les cellules intestinales et dans les vaisseaux sanguins. Oups, pardon. Donc rôle important de barrière physique contre les pathogènes. Troisième rôle, ils vont avoir le rôle d'activer en quelque sorte le système immunitaire. C'est-à-dire que certains micro-organismes vont provoquer la libération d'anticorps et donc vont faciliter la réponse immunitaire en cas d'une infection. Donc, si on résume, nos intestins contiennent en effet un très grand nombre de bactéries anaérobies. Donc anaérobie, ça veut dire qu'elles vivent sans dioxygène. Je vous rappelle que dans votre tube digestif, il y a assez peu d'oxygène. Et ces bactéries, elles vont permettre, enfin bactéries et micro-organismes, une protection contre les pathogènes. Elles vont permettre la synthèse de vitamines, le développement du système immunitaire. Ça, on ne va pas en parler. Elles vont aussi permettre le stockage des graisses
Elles vont permettre de dégrader certaines fibres alimentaires en des nutriments utilisables par votre corps. Et autre chose qui est important, c'est qu'elles vont agir dans l'axe entre l'intestin et le cerveau, c'est-à-dire dans la communication entre votre système digestif et votre cerveau. Donc votre microbiote, il interagit sur ce lien entre système digestif et cerveau. Donc ce que vous devez surtout retenir, c'est que ce microbiote, il va permettre, au niveau de la digestion, la digestion de certains glucides complexes comme les fibres végétales, l'apport de vitamines, la protection contre les pathogènes et le développement du système immunitaire. Ça, c'est vraiment ce que vous devez absolument retenir. Ce microbiote intestinal, il n'est pas là apparu comme ça. En fait, il s'est mis en place à partir de votre naissance et au début à partir des microbiotes de votre mère. Alors, pourquoi à partir des microbiotes de votre mère? Attention, c'est pas au moment où vous étiez dans le ventre de votre mère. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, il y a une espèce de poche stérile qui va vous protéger de toutes les infections. Normalement, vous protéger de toutes les infections. En fait, vous allez être en contact avec les microbiotes de votre mère au moment de votre naissance. Déjà, quand vous allez sortir par les voies naturelles, et ensuite lorsque vous allez être au contact de sa peau, au contact de ses mains, et lorsque vous allez être allaité. Donc tout ça, ça va vous mettre en relation avec les microbiotes de votre mère, et les premiers micro-organismes de votre corps vont être ceux de votre mère. Ensuite, petit à petit, il va évoluer, principalement dans les 3 premières années de la vie d'un enfant, à l'issue desquelles il va commencer à se stabiliser. Donc, au contact des autres, et pas que de la mère, au contact de tout un tas d'objets, en mettant des choses dans la bouche, en se baladant par terre, voilà. Toutes ces choses vont faire que le microbiote va se développer et va se mettre en place. Quand je dis qu'il est plutôt stable à partir des 3 ans, c'est-à-dire que là, vous avez votre microbiote qui s'est mis en place, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer. Et il va potentiellement évoluer, notamment avec votre régime alimentaire. Donc tout au long de votre vie, vous allez potentiellement changer de microbiote. Mais globalement, chaque individu va posséder un microbiote qui lui est propre. C'est-à-dire que votre microbiote est différent de celui de votre frère, de votre sœur, de vos parents, de vos amis. Même si vous vivez au même endroit, que vous êtes exposé aux mêmes conditions, votre microbiote vous est propre. Je vous ai dit que ce microbiote, il pouvait changer. Il peut aussi changer très drastiquement, et être très altéré. Donc petit 3, altération du microbiote, c'est-à-dire lorsque vous avez une diminution drastique du nombre de certains micro-organismes bénéfiques pour votre organisme. Donc par exemple, ça peut être un changement d'alimentation ou d'hygiène de vie. Donc lorsque vous passez à une alimentation très grasse, par exemple, ou très sucrée, alors qu'auparavant vous aviez une alimentation équilibrée, ou l'inverse, vous allez potentiellement avoir un très fort changement de microbiote qui va s'opérer notamment dans vos intestins et qui peut poser problème. Un, un changement de microbiote assez classique, c'est lorsque vous prenez des antibiotiques. C'est-à-dire que si vous êtes malade, par exemple, si vous avez un- une angine, je dis n'importe quoi, vous avez une angine qui est bactérienne et vous allez prendre des antibiotiques pour vous débarrasser de toutes ces bactéries. Les antibiotiques, comme leur nom l'indique, c'est des molécules qui vont s'attaquer aux bactéries. Donc si vous ingérez un antibiotique, vous avez tout un tas de bactéries dans votre système digestif qui vont être impactées et qui vont mourir. Donc lorsque vous prenez un antibiotique, ça va profondément modifier votre euh, microbiote intestinal. C'est pour ça que souvent vous prenez des compléments en plus, des antibiotiques, qui vont permettre d'entretenir votre microbiote intestinal.
Certaines infections aussi, certaines maladies peuvent modifier et altérer votre microbiote. Alors, quelles vont être les conséquences de cette atteinte au microbiote? Eh ben, elles peuvent être très très lourdes, puisque ça va être tout un tas de désordres métaboliques à l'intérieur de votre corps. Par exemple, vous avez de l'obésité et du diabète qui peuvent survenir si vous avez vraiment des profondes altérations du microbiote, mais aussi tout un tas de maladies infectieuses ou inflammatoires. Alors, je vais vous donner deux exemples ici. Donc ici, vous avez une schématisation d'un individu sain, donc au niveau de son tube digestif. Et ce qui va se passer, c'est que dans le cas où vous avez une diversité du microbiote qui est diminuée, vous avez une maladie qui va survenir qui s'appelle une colite ulcéreuse. Et vous voyez là que vous avez le mucus qui est surdéveloppé et ça peut provoquer tout un tas de maladies et tout un tas de complications. Une autre maladie que vous avez sans doute lue dans votre livre, qui s'appelle la maladie de Crohn, qui là aussi est une maladie du tube digestif et qui est provoquée par une très très faible richesse et abondance en bactéries. Et là, vous voyez l'inverse, c'est l'inverse. Le mucus, il est extrêmement faible et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le fonctionnement de votre système digestif. Comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de choses? Eh ben, ça se traite, vous avez un petit peu travaillé là-dessus, par exemple par transfert de microbiote. C'est-à-dire qu'on va prélever le microbiote de quelqu'un pour vous l'insérer. Il y a des expériences qui ont été réalisées avec des jumeaux. Vous avez par exemple un jumeau obèse, on prélève son microbiote intestinal et on l'injecte dans une souris saine et la souris va devenir obèse. Son jumeau qui lui est mince, on va prélever son microbiote intestinal, le transférer à une souris et cette souris va rester mince. Donc on se rend compte que l'obésité, elle a vraiment le microbiote a un rôle dans l'obésité. On va pas aller plus loin là-dedans, on essaiera d'en parler à la fin du confinement. Petite synthèse de tout ce qu'on a vu et de tout ce sur quoi vous avez travaillé. Tout d'abord, les micro-organismes sont des êtres vivants, donc ça peut être des eucaryotes, ça peut être des bactéries ou des virus. La plupart sont inoffensifs, mais certains peuvent avoir un effet négatif sur la santé, on les appelle des pathogènes, et d'autres peuvent avoir un effet positif, on va parler d'une symbiose entre euh, le corps humain et ce micro-organisme. Les maladies infectieuses sont les symptômes provoqués par un pathogène qui va se développer à l'intérieur du corps humain. On parle vraiment de maladies infectieuses à différencier d'autres maladies qui vont être causées par des vecteurs qui ne sont pas des pathogènes. Par exemple, si vous avez une brûlure ou si vous ingérez un produit toxique, ce n'est pas une maladie infectieuse. Elle n'est pas provoquée par un être vivant. La propagation d'un pathogène d'un humain à un autre peut se faire par transmission directe ou par transmission indirecte via un vecteur. C'est-à-dire que la transmission directe, c'est le cas du sida par exemple. Si vous avez une relation sexuelle avec un individu non protégé, le VIH peut se transmettre par les organes sexuels. Et la transmission indirecte, elle se fait par un vecteur. C'est le cas du paludisme ou de la dengue, où un moustique, dans ce cas-là, va piquer un individu contaminé et va aller piquer un autre individu sain qui va être contaminé. Pour limiter la propagation d'un pathogène dans la population, il existe des méthodes de prévention, des méthodes de dépistage ainsi que des traitements. Séparez bien les trois. La prévention, c'est éviter d'attraper le virus ou le pathogène. Le dépistage, c'est savoir si on est infecté par le pathogène. Et le traitement, c'est essayer d'éliminer le pathogène de notre organisme ou limiter son développement. Le microbiote humain, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur et dans notre corps. Et le microbiote intestinal en particulier va remplir plusieurs fonctions très importantes. Et une altération de ce microbiote peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé.
on a parlé de l'obésité, on a parlé de la maladie de Crohn. Sachez qu'il peut y avoir aussi des maladies cardiovasculaires qui peuvent être provoquées potentiellement par une altération du microbiote. Voilà, on en a terminé sur le cours micro-organismes et santé. Dans la suite du cours, on va passer à totalement autre chose puisqu'on va parler de géologie, d'agronomie et à nouveau d'écologie. Donc, n'hésitez pas à reprendre les derniers cours sur tout ce qui était corps humain et santé, à reprendre les vidéos, à poser des questions sur le serveur Discord ou sur Pronote pour que j'y réponde. Et on essaiera de prendre 1 heure à la fin du confinement, si on a une fin de confinement, pour en discuter en classe entière de vos questions. C'est vraiment un cours majeur de biologie. Il faut absolument que vous compreniez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. D'ici là, donc n'hésitez pas à reprendre tous ces cours. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt.